tous. C'est donc sur moi que repose la lourde responsabilité d'animer la dernière table ronde avant la pause déjeuner. Mais je peux compter sur un trio de choc à mes côtés. Donc Nadège Murg, donc vice-présidente d'Ericsson France à la tête de la direction entreprise et industrie. Sarah Fauconnier, que j'ai vu quelque part, qui était déjà en train de... Bonjour Sarah, donc qui est investisseur à Banque des Territoires sur la direction transition numérique. Et Philippe Herbert, qu'on ne présente plus vraiment, mais quand même président de la mission 5G industrielle. Alors, peut-être première question sans transition, parce qu'il y a eu énormément de sujets qui ont été abordés dans cette matinée. Peut-être une première question pour vous, Philippe. Vous étiez il y a un mois à Global Industries, vous serez demain, si je ne dis pas de bêtises, à la foire de Hanovre en Allemagne. Quel regard vous portez sur l'évolution de la maturité de l'écosystème sur la 5G industrielle? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, il y a beaucoup d'informations, donc on va essayer de naviguer, prendre peut-être un petit peu de hauteur parce que c'était bien d'être dans le détail, mais c'est aussi quelquefois intéressant de regarder globalement. Alors, à la première question, on va dire l'état d'avancement, ça accélère. Est-ce que ça accélère suffisamment? Jamais assez, ça, on le sait. Mais il y a pas mal de choses que je voudrais mentionner en introduction, en complément de ce qui a été dit. C'est dans la saison 2 de la mission 5G, on m'a donné trois axes de travail. Un premier avec les secteurs industriels, et vous avez vu quelques beaux exemples ce matin. Je rappelle, il y a aujourd'hui 5 à 6 industriels français qui sont en production. On aimerait bien en avoir plus. À la fin de l'année, je pense qu'il y en aura 10-12. Et puis, on espère également une centaine qui auront amorcé la démarche. Le deuxième axe, c'est de travailler avec les plateformes d'expérimentation 5G. Et je vais faire un petit zoom là-dessus parce que ça recouvre non seulement la partie industrielle, mais sur les 27 au total. Ça y va être 19 au départ. Philippe Grand a mentionné 19, mais c'était le départ. Moi, j'en ai rajouté 8 au travers des Campus Fab Lab 5G et d'autres. Il y en a 9 qui sont orientés industriels, mais il y a également des collectivités territoriales. Il y a Toulouse, il y a Le Havre. Enfin, il y a un certain nombre de sujets, y compris la santé, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, par exemple. L'agriculture aussi, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Et donc, ces plateformes d'expérimentation 5G, elles ont été initialisées en 2021, ce qui était très tôt. Et ce qui fait que d'ailleurs, de temps en temps, on nous dit « mais la 5G, on en parle depuis plusieurs années, et où est-ce qu'on en est ?» On en est, que c'est un temps long, qu'il y a beaucoup de choses qui devaient se mettre en place, qui se sont mises en place, notamment les fréquences, notamment les devices, le matériel, notamment un certain nombre de choses pour accompagner. Et on est aujourd'hui justement sur ces 27 plateformes à un moment où on va commencer à renvoyer à l'ensemble de l'écosystème. Par exemple, un panorama des projets. Il y aura donc un accès à l'ensemble des projets pour tout le monde, pour savoir ce qu'ils ont fait, avec qui ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, quels problèmes ils ont rencontrés, où aller les voir. Ça, c'est un premier livrable de ces plateformes. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a un mot magique dont on a parlé aujourd'hui. Les cas d'usage. Alors, les cas d'usage, c'est magique. C'est-à-dire que sans cas d'usage, il n'y a pas de 5G. Je ne suis pas convaincu, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est aussi normal parce que c'est un déclencheur fort. Et donc, on a aussi un catalogue des cas d'usage qui va sortir, qui va être d'abord issu de ces 27 plateformes d'expérimentation 5G, mais pas que. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à l'échelle mondiale, européenne, on a beaucoup de cas d'usage intéressants et on veut aussi se les approprier en France en expliquant ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait et quels sont les bénéfices. Parce que j'ai entendu ce matin, on a toujours une petite mentalité ingénieur, et je suis ingénieur, de ne pas vouloir parler euro, mais c'est important. On va en parler tout à l'heure. C'est quand même important le financement, c'est quand même important le prix, c'est quand même important ce que ça rapporte. Et donc,
cet élément de retour sur investissement, on va aussi essayer d'en mettre un début dans ces fiches. On va démarrer avec une trentaine, quarantaine de fiches, mais l'ambition, c'est à la fin de l'année d'en avoir un peu plus de 100. Vous voyez, on va vraiment essayer de couvrir le maximum. Voilà. Et puis, il y a un dernier sujet avec ces plateformes, c'est on fait un tour de France, les plateformes 5G. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un bien grand nom, mais simplement, on s'est aperçu qu'il fallait aller au contact du terrain, en local. C'est-à-dire que quand on a ouvert le campus Fab Lab 5G de Cluses, il y a eu un webinaire, il y a eu une inauguration, et à chaque fois, les gens sont venus, ils ont vu, ils ont touché, et ils ont dit « Ah, oui, ça peut m'intéresser, oui, j'ai envie de faire ». Et si vous voulez, ce qui est important, c'est d'aller au contact et de donner aux gens cette opportunité, dans un rayon de 250 km maximum, de dire « Tiens, je vais m'y intéresser », que ce soit des industriels, des collectivités territoriales, des gens dans la santé et autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut apporter au travers de ces plateformes et l'ensemble de l'écosystème. Et donc, on a eu après Cluses, on a eu une deuxième étape qui était à Aix-en-Provence, chez The Camp. La troisième étape, si vous avez raté les deux premières, ça sera chez Excelcar à Rennes. Et ça sera le 12 juin. La suivante, ça sera à Toulouse, chez Alsatis, le 10 juillet. Et puis on continue avec Dunkerque, Arcelor en septembre et PSHA, donc Paris-Saclay Hardware Accelerator, en novembre. Donc je pense que là on commencera à avoir touché un peu tout le monde. En tout cas, on essaie d'avoir à chaque fois une centaine de personnes qui s'intéressent, qui ont une curiosité, qui ont envie d'accéder à ça. Et je crois que c'est important parce que il faut mettre en perspective ces cas d'usage. Mais il faut que les gens touchent déjà, sachent ce que c'est que les réseaux privés, la 5G industrielle ou pas. Moi, je préfère la 5G d'entreprise parce qu'elle va toucher forcément beaucoup plus large que l'industrie, et on le voit. Et donc, c'est important d'être au terrain, dans le terrain, et puis de montrer et d'avoir des solutions, des options, aussi bien pour les grandes entreprises, et on en a eu ce matin, que les ETI, qui sont vraiment, pour moi, le terreau le plus fertile, parce que le cycle de décision est plus court, et souvent, on a besoin de un ou deux cas d'usage, un ou deux éléments stratégiques de vision, et c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite. Alors pour les petites entreprises, c'est en train de bouger. On l'a vu à dernier moment, ça a été mentionné. Mais enfin, lors de Global Industry, il y a eu des annonces qui ont été faites, aussi bien par Unitel que Firecell et d'autres, je pense, d'un accès qui va démarrer à 1 000 ou 2 000 euros par mois. Et là, on commence à toucher un type de clientèle d'entreprise beaucoup plus large. Et je crois que c'est vers cela, vers la valise qui se connecte et qui permettra aux petites entreprises. Je vous rappelle, on a 277 000 entreprises industrielles, mais il y en a 250 000 qui sont des toutes petites PME. C'est quand même... On a parlé ici beaucoup des 1700 TI et puis des centaines de grands groupes, mais le gros du marché de l'entreprise, c'est quand même la petite PME. Et le troisième axe, et j'en finirai par là, pour lequel on m'a demandé d'intervenir, c'est dans la stratégie de réindustrialisation, tenir compte ou prendre en compte ces technologies. Je vous rappelle que c'est très important, c'est le système nerveux des données dans l'entreprise, donc c'est effectivement un certain nombre de services, un certain nombre d'éléments, d'adaptabilité, de flexibilité, de sécurité, et c'est une vision long terme. C'est aussi pour cela que dans la réindustrialisation, dans les Gigafactories, il devrait y avoir aussi cette vision à long terme. Ça va, Parfait.
Non, mais il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, Philippe. Mais il y en a un, effectivement, vous mentionniez, je crois que c'était Florence tout à l'heure qui en parlait, enfin entre autres, sur la grande diversité de ce tissu d'entreprise finalement, parce que c'est pas que industriel. Et du coup, j'ai envie de me tourner vers Nadège. Donc, quelques mots pour présenter Ericsson et l'expérience qu'Ericsson a sur ce marché. Mais également, ce qui peut être intéressant, je pense, pour nos spectateurs, notre auditoire, c'est de comprendre comment vous avez décidé de vous adresser à ce marché très divers, très varié. Bonjour. Donc, tout d'abord, je tiens à saluer l'initiative lancée par la mission 5G industrielle. Et donc, tout ce qu'a évoqué Philippe, c'est effectivement des initiatives qui sont hyper importantes pour aider à faire éclore un écosystème. Donc, il y a un certain nombre d'années, la GUR avait été précurseur, avait commencé notamment vis-à-vis des utilisateurs Tetra. Là, l'objectif, il est vraiment d'aller au-delà et puis d'adresser un secteur qui n'était pas adressé effectivement auparavant, qui sont les industries. Donc on a vu lors des tables rondes précédentes différents exemples de grands industriels qui ont déployé. Donc on a entendu Accom, on a entendu ASN. Je citerai d'autres grands acteurs emblématiques comme Airbus et ArcelorMittal, par exemple, qui effectivement ont tous déployé commercialement des réseaux 5G privés. Et en fait, ils constatent tous que la 5G, en fait, elle est utilisée pour les aider au quotidien à améliorer leur performance et leur efficacité opérationnelle. Donc ça, c'est effectivement un point important, je pense, et un point à retenir de la journée, c'est que finalement, la 5G privée, c'est un catalyseur pour amener le monde numérique finalement l'allier aux avantages d'une couverture 5G, puisque la 5G, elle permet d'apporter de la connectivité sur un site industriel, donc un site industriel qui peut être très vaste et qui peut aussi avoir des environnements complexes qu'on ne trouve pas forcément effectivement dans des réseaux télécoms grand public. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est un élément important. Donc Ericsson, c'est qui Ericsson ? Ericsson, c'est un grand groupe industriel. On est fabricant de réseaux télécoms. Nos clients principaux sont les opérateurs télécoms. Donc on est un groupe mondial international. On est présent opérationnellement dans un peu plus de 180 pays. Et donc on va être présent dans nos pays qui ont tous des maturités différentes. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour un groupe comme nous, puisqu'en fait, il y a toujours des pays qui vont être précurseurs par rapport à d'autres. En l'occurrence, sur les réseaux privés type 3GPP, puisqu'on ne parlait pas encore de 5G à l'époque, il y a des initiatives qui ont été lancées il y a une quinzaine d'années aux États-Unis. Donc ils ont été assez précurseurs sur le sujet. Et on a déployé des premiers réseaux pour FirstNet. Donc FirstNet, c'est l'opérateur de sécurité publique aux États-Unis, dès 2008. Donc c'est vraiment effectivement un pays et même un continent qui a été précurseur, et aussi les acteurs de public safety qui sont aussi précurseurs effectivement dans l'adoption de cette technologie. En France, donc, on a aussi beaucoup investi. Donc là, depuis environ 10 ans. Il y a 10 ans, le marché était absolument pas mature. Donc on a beaucoup travaillé d'ailleurs avec les acteurs de la GUR pour finalement les aider à faire émerger les projets. Donc à l'époque, la première étape, c'était vraiment de se familiariser avec la technologie. Et finalement, les acteurs avaient besoin de se rassurer sur le fait que la technologie était bien adaptée. Donc, il y a eu effectivement de nombreux tests technologiques. C'était les premières étapes. Et ça a pris quelques années. Donc, le premier qui a mis en place un réseau privé commercial, c'est EDF, pour le déploiement d'un réseau privé pour couvrir les centrales nucléaires. Et donc, d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas encore de fréquence industrielle, donc ça a été un premier frein. Mais derrière, effectivement, ils ont passé pas mal d'années à tester la technologie et à vraiment comprendre comment l'utiliser dans leur environnement. Donc on a accompagné ce mouvement en tant qu'Ericsson. Donc ça, ce que j'ai cités, c'est essentiellement des grands acteurs. Donc nous, Ericsson, on est un grand acteur industriel, donc je vous l'ai dit, international. Et on adresse essentiellement des grands groupes. Donc aujourd'hui, effectivement, on a aidé les grands acteurs à développer des réseaux 5G privés.
Maintenant, si on se projette un peu et si on pense au développement un peu plus large, à d'autres acteurs plus petits, type PME, ETI, tel qu'on l'a évoqué, eh bien, en fait, notre approche, c'est de travailler avec des acteurs, donc des partenaires, qui finalement ont une emprise plus locale, donc soit plus locale géographiquement, ou alors qui ont effectivement une spécificité et finalement une valeur ajoutée dans des secteurs en particulier. Donc ça va permettre d'aider à développer des secteurs en particulier. Et qui sont ces acteurs? Ça va être typiquement des opérateurs B2B, des intégrateurs aussi, donc des gens qui étaient présents dans le domaine du Tétra, de la PMR plus largement, ou dans le domaine du Wi-Fi. Mais dans tous les cas, effectivement, c'est des acteurs qui travaillent déjà avec les entreprises et donc qui connaissent déjà leur façon de fonctionner. Donc pour ça, nous, chez Ericsson, on a effectivement des équipes dédiées. Donc je vous ai dit qu'effectivement, encore aujourd'hui, nos clients principaux, ce sont des opérateurs télécoms. Nous, les équipes qui adressent les entreprises, ce sont des équipes différentes. Donc on s'appuie notamment sur des experts qui ont une expertise dans les différents secteurs d'activité, qui vont finalement apporter cette connaissance du secteur d'activité pour le traduire en des besoins télécoms et finalement qui vont nous aider, nous en interne, à développer des offres et des solutions qui conviennent à ce type d'acteurs. Donc on a des produits et des offres de services et de solutions qui sont adaptés au monde de l'entreprise. Et en fait, on est loin d'être parfait, mais en tout cas, on est sans cesse à l'écoute du marché et on essaie en permanence de trouver la bonne solution pour agrandir notre offre. Et c'est typiquement ce qu'on a fait fin 2020 en faisant l'acquisition de Cradlepoint. Donc Cradlepoint qui est leader sur le marché aux États-Unis, donc en solution de WAN sans fil et de modem router typiquement. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, puisqu'on a un petit stand effectivement à l'entrée, donc ils seront là à votre disposition pour vous en dire un peu plus sur nos solutions. Merci beaucoup Nadège. Sarah, c'est la deuxième année qu'on a le plaisir de partager cette scène ensemble. Il s'est passé beaucoup de choses en un an. Ce qui est assez intéressant par rapport, je trouve, à l'année dernière, on sent dans la tonalité qu'effectivement on parle beaucoup industrie, mais ce que disait Philippe tout à l'heure, on parle entreprise, on commence à parler services publics. On mentionnait tout à l'heure l'événement qui a été organisé par la FNCCR et Infranum sur Toulouse Métropole, pour mettre en avant l'initiative de Toulouse Métropole. Donc, quel est le regard de la Banque des Territoires sur ce dynamisme, un peu ce foisonnement, et peut-être quelle est votre appréciation aussi sur on parle là, la table ronde est sur la gestion des projets, mais peut-être sur le moment du déclenchement. Comment on peut faciliter et accompagner ce déclenchement ? Alors oui, effectivement. Donc bonjour à tous. Effectivement, j'étais venue il y a un an ici même pour présenter notre offre de financement essentiellement à destination de l'industrie. Donc ça faisait suite à tout le travail qui a été fait par la mission 5G industrielle et le fait qu'on voulait nous aussi apporter notre contribution en tant que financeur à l'émergence et à l'accélération de tout cet écosystème. Et quand on a lancé cette offre, je me souviens, Philippe nous a dit « Ah, vous êtes courageux !» Et oui, on était courageux, on a présenté cette offre, on a pris aussi notre bâton de pèlerin pour aller voir les collectivités gestionnaires de sites et les industriels des zones industrielles, puisqu'on était vraiment focalisé sur les zones industrielles multi-entreprises. Et c'est vrai qu'on n'a pas reçu l'accueil qu'on espérait, mais tout en sachant qu'il y avait quand même un gros travail d'acculturation à faire. Et c'était aussi le sens de cette offre, de l'avoir un peu prête sur étagère et de pouvoir aller en parler et échanger à la fois avec les collectivités et les industriels. Mais c'est sûr que ça n'a pas immédiatement, et je pense que tous ceux qui font partie de cet écosystème ont rencontré ces difficultés au démarrage des projets parce qu'on n'a pas forcément identifié le bon interlocuteur ou qu'on tombe sur l'interlocuteur qui va être un peu récalcitrant au changement, qui a ses solutions qui fonctionnent, parce qu'on peut être aussi face
des élus qui n'ont pas compris, qui n'avaient pas encore compris à l'époque, et c'est en train de changer très, très rapidement, ces enjeux d'attractivité pour leur territoire liés à la 5G. Mais c'est pas grave, on savait qu'il fallait le faire comme tous les acteurs et tous les participants de la mission 5G industrielle l'ont fait. Et on continue d'ailleurs à le faire à chaque fois qu'on a l'occasion. Sur cette phase déclenchement, alors depuis, effectivement, on a parlé au monde industriel, mais on a aussi continué à parler aux collectivités, à parler aux acteurs de la santé. Alors peut-être pas directement, parfois c'est eux qui sont aussi venus nous voir à force d'entendre parler de tous ces sujets autour de la 5G. Et dans cette première phase, pour nous, le plus important, c'est la préfiguration de ce qui pourrait être un investissement pour nous, mais surtout le projet pour l'acteur qui le porte, que ça soit une collectivité, que ça soit un acteur de la santé ou un industriel ou un gestionnaire de site. Et donc nous, on est là dans cette phase. On peut proposer ce qu'on appelle nous des crédits d'ingénierie qui vont permettre de structurer le projet, de regarder tous les aspects, aussi bien techniques, c'est très important, mais on sait que maintenant les solutions sont prêtes, et ça reste toujours à la main du porteur de projet. On n'intervient pas sur ces choix techniques, mais il peut y avoir des aspects de structuration juridique à regarder, notamment pour les collectivités et les acteurs publics, des aspects réglementaires. On va regarder l'économie globale du projet, puisque nous, c'est aussi ce qui nous intéresse, non pas pour le retour nécessairement immédiatement très court terme pour le retour sur investissement, mais parce que l'idée de financer ces infrastructures numériques et en particulier 5G, c'est aussi de se dire on participe à la réindustrialisation, et il faut qu'on soit sur des modèles économiques qui soient pérennes. Il y a eu une phase très forte, très intense d'amorçage avec des subventions de l'État via France 2030, et c'était absolument nécessaire. Mais maintenant, on doit vraiment passer à la phase pérennisation et modèle économique pérenne. Donc, ces crédits d'ingénierie sont vraiment là pour ça, et les acteurs, tout le monde peut venir nous voir, nous contacter pour qu'on aide les porteurs de projets à définir les contours de leur projet et pouvoir se lancer avec une assurance de réussite. Je voudrais rebondir parce que je pense que le financement, c'est dans toutes les têtes, parce que oui, c'est assez naturel. D'ailleurs, en France, on aime bien mettre un peu d'huile dans les rouages avec du financement. Mais je voudrais resituer ça à l'échelle, par exemple, d'ASN. Ça n'a pas été dit, mais je suis autorisé par Christophe Bégina, le DSI, de partager avec vous ces éléments. ASN, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Le projet 5G dont il vous a parlé, c'est entre 1,5 million et 2 millions de hardware, software dédié à la 5G, et c'est de l'ordre de 4,5 millions, 5 millions total, avec tout ce qui est autour, le conseil, le reste. D'accord ? 5. D'accord, sur 1,2 milliard. Puis alors, ils avaient prévu un retour sur investissement de l'ordre de 3 ans au mieux. Et là, ils sont entre 1 et 2. Je ne sais pas si vous entendez 1 et 2. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après 18 mois, en termes de capacité de production, avec ce qu'ils ont pu démontrer sur les cas d'usage dont on vous a parlé, il y en avait 20, je ne sais pas si vous avez compté, mais ils en ont encore 10. Ils considèrent qu'ils ont une augmentation de leur capacité de production à périmètre constant, c'est-à-dire sans rajouter, de l'ordre de 10 à 15%. Vous imaginez une usine dans laquelle vous faites 10 à 15% parce que vous avez installé un réseau sur lequel vous avez des retours sur investissement entre 1 et 2 ans. Enfin, moi je pense qu'il faut accompagner le financement, mais il faut quand même remettre ça en perspective. C'est-à-dire, on est en train de parler d'un sujet majeur en termes de compétitivité,
d'efficacité. Et puis, je vous rappelle, quand on a installé un réseau 5G, c'est pour un certain temps. C'est-à-dire, il n'y a pas à retirer des câbles, il n'y a pas à refaire l'installation, il n'y a pas à remettre des antennes Wi-Fi. Et derrière, on a la flexibilité de tous les éléments. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté, votre robot, votre machine, tout ce que vous voulez, votre AGV est connecté, vous pouvez le mettre à telle place, dedans, dehors, enfin comme vous voulez. Le réseau, c'est un CAPEX qui est fait une fois pour toutes. Et donc ça, c'est quand même très important de prendre en compte également dans le financement. C'est-à-dire qu'un financement d'un déploiement, c'est sur plusieurs années et ça s'amortit assez vite. Et c'est ça qu'il faut quand même, il faut rentrer dans le vif du sujet. Le cas d'usage, c'est normal parce qu'il faut démarrer, mais derrière, on voit que les mécaniques vont d'elles-mêmes de par les bénéfices que ça apporte. Et du coup, je me tourne vers Nadège. On parle beaucoup moins d'expérimentation qu'il y a quelques temps. Est-ce que, selon vous, l'étape d'expérimentation, ou je ne sais pas comment il faudrait peut-être l'appeler, c'est toujours pertinent de parler d'expérimentation ou moins, vu tout ce qu'on est en train de se dire sur l'évolution et la maturité de l'écosystème. Et peut-être, de façon assez synthétique, les 3 conseils de votre fenêtre, quand vous voyez un projet qui se lance, quels seraient les 3 grands conseils qu'on pourrait partager à l'auditoire ? Donc c'est une excellente question, puisqu'on en a beaucoup parlé, d'expérimentation. Aujourd'hui, je crois clairement qu'on peut dire que la technologie elle a fait ses preuves. Donc il y a beaucoup moins ce besoin finalement d'expérimenter pour tester et voir est-ce que la couverture 5G elle va fonctionner, est-ce que ça va bien couvrir tout mon site. C'est plus à démontrer, puisqu'effectivement c'est quelque chose qu'on a démontré via des expérimentations et même via la mise en place de réseaux commerciaux. Donc ça, c'est derrière nous. Par contre, je pense qu'il faut plus parler de familiarisation avec la technologie. Donc, ça veut dire quoi la familiarisation ? Ça veut dire que finalement, voilà, on l'apprivoise. Donc, on apprend comment elle fonctionne. Donc ça, c'est assez rapide. Mais surtout, on essaie d'identifier quelle valeur à moi, en tant qu'entreprise, elle va m'apporter. Et donc, c'est ça, effectivement, qui est le plus important. Et donc, cette phase, pour moi, maintenant, on est vraiment dans la phase où il faut accompagner le changement. Et donc, la première étape, et qui est indispensable, c'est vraiment de travailler donc, le plus en amont possible avec le métier. Donc, aller effectivement travailler, Acom l'a cité très bien ce matin, typiquement avec les gens qui travaillent dans les ateliers et dans les différentes fonctions pour comprendre leurs activités opérationnelles au quotidien et pour voir finalement qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que la connectivité en mobilité, qu'est-ce que le monde du numérique peut leur apporter dans leur quotidien. Et puis effectivement, derrière, une fois qu'on a identifié ces cas d'usage, il faut former les équipes, faut communiquer auprès des équipes opérationnelles sur finalement les nouvelles façons de fonctionner. Et ça va vraiment faciliter l'adoption. Et derrière, un opérationnel, une fois qu'il a compris que ça peut lui apporter un intérêt au quotidien dans son travail, l'adoption, elle suit dans la foulée. C'est gagné, si je puis dire, en termes d'adoption en tout cas. J'avais l'impression que Philippe voulait réagir encore. Oui. Non, mais tu as tout à fait. C'est exactement la voie sur laquelle on essaie de travailler. On peut rajouter quand même, pour compléter ton propos, les campus Fab Lab 5G et les plateformes où on peut aller se familiariser et toucher et puis peut-être démarrer son projet, parce que c'est quand même important d'utiliser ce qui est en train de se faire et de partager. Ce que l'on voit, c'est que, en tout cas, les premiers utilisateurs sont très partageurs. Profitons-en, parce que c'est aussi une belle façon d'apprendre et d'aller un peu plus vite. Et puis c'est important parce que ça permet de faciliter l'accès en fait, parce que tout le monde ne peut pas faire son propre pilote, donc ça permet vraiment de démocratiser l'accès à la technologie. Alors si je devais mentionner quelques points de vigilance et de conseils pour aborder le déploiement d'un tel projet, alors je vais revenir sur un point qui a été évoqué à plusieurs reprises, mais je pense qu'il est effectivement aussi fondamental, c'est gérer la temporalité. Changer des process industriels, ça ne se fait pas en un jour. Donc, il faut penser ce projet et il faut l'inscrire dans le temps long.
Donc bien évidemment, on a aussi parlé un certain nombre de fois de ROI. Donc il faut, avant même de parler de ROI, il faut faire valider un budget en interne. Donc pour ça, il faut présenter un plan. Donc il faut effectivement avoir quand même fait un peu son travail en amont et avoir identifié 2, 3 cas d'usage, on va dire, emblématiques, qui permettent de lancer et d'amorcer effectivement l'investissement budgétaire. Et puis derrière, eh bien, il faut prendre le temps donc de s'accoutumer avec la technologie et puis comme je le disais, de travailler main dans la main avec les métiers au day-to-day pour pouvoir implémenter les autres cas d'usage. Donc vraiment s'inscrire dans la durée dès le début et de ne pas avoir en tête que je dois lister tous mes cas d'usage et puis je fais rentrer ça dans mon business case et c'est le seul moyen de lancer cette initiative. D'un point de vue implémentation du réseau, donc, un réseau télécom, effectivement, il y a certaines complexités, mais toutes ces complexités, elles sont maîtrisées. Donc, il faut juste, en fait, les penser et les anticiper. Donc, typiquement, un point très important dans la mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle le radio planning. Donc, la planification de la couverture sur un site. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un site industriel peut être particulièrement complexe. On rencontre notamment des environnements très métalliques. Alors, je vais citer encore mes 2 exemples, Airbus et Arcelor, mais c'est vraiment emblématique. Et je dirais, nous-mêmes, quand on a envoyé nos équipes les premières fois pour visiter ces sites, c'est effectivement des cas de figure qui avaient peu été rencontrés. Donc nous, ça nous a appris aussi beaucoup de choses. Et je me souviens d'un commentaire d'Airbus lors du pilote qui disait « Mais moi, quand je suis dans le cockpit de l'avion, j'ai un problème, je capte pas le Wi-Fi, ça ne pénètre pas. » Et donc, ils étaient un peu sur la réserve d'ailleurs. Et puis finalement, quand on a mis en place juste une antenne 4G, eh bien en fait, ils sont montés dans l'avion et ils n'en revenaient pas. Ils disent, bah oui, ça couvre. Ben oui, on vous l'avait dit, mais là, ils l'ont constaté. Donc voilà, c'est super important puisque ça permet effectivement d'avoir une connectivité et finalement une couverture en adéquation avec les attentes. Donc ça, c'est un point important. Et puis, juste avant la mise en œuvre du réseau, c'est aussi important de se réserver un peu de temps pour tester et valider. Alors, c'est une étape obligatoire et indispensable dans le déploiement des réseaux au grand public. Et parfois, effectivement, moi je constate qu'en travaillant avec les différentes entreprises, ils veulent effectivement aller un peu vite et ils veulent raccourcir cette étape. Mais en fait, c'est indispensable, puisqu'en fait, ça permet de valider les hypothèses qui ont été prises, de constater et puis de revenir très rapidement pour affiner. Et puis s'il y a besoin de rajouter une antenne ou de revoir un petit peu la couverture, ça se fait finalement assez facilement. Il faut aussi penser en amont tout ce qui est interfaçage avec les systèmes d'information de l'entreprise. Puisqu'on a vu, c'est vraiment l'intérêt de l'apport d'un réseau privé. Et finalement, on se rend compte qu'en l'anticipant en amont, en identifiant tous les différents flux et en prenant en compte l'aspect sécurité, puisque tous ces flux vont être finalement sécurisés et donc c'est important de le penser en amont. Et puis, tout dernier point, c'est vraiment la gestion des compétences. On l'a déjà abordé dans les tables rondes précédentes. C'est encore une fois un réseau télécom, ça nécessite des compétences spécifiques. Et donc, soit effectivement l'entreprise décide d'investir elle-même dans des compétences, soit il faut se faire accompagner. Mais dans tous les cas, il faut avoir ces compétences spécifiques. Sarah, peut-être un mot complémentaire sur quel conseil vous donneriez côté Banque des Territoires sur une entreprise ou une collectivité, un territoire qui souhaiterait se lancer ? Ce sujet de l'accompagnement, en fait, il a été vraiment déjà évoqué et ce que vient de dire Nadège montre à quel point c'est extrêmement important, aussi bien sur les aspects techniques que sur d'autres aspects que j'évoquais tout à l'heure sur le juridique et le réglementaire et le financement, puisqu'il faut effectivement avoir son budget prêt et une idée de la manière dont on va financer ces investissements. Donc nous, on est évidemment présents pour accompagner cette phase.
Il y a tout un travail qui a déjà été fait, hein, on l'a dit, avec les plateformes d'expérimentation, avec les campus Fab Lab. Et dans cette idée de continuer sur une dynamique très positive, nous, on veut avoir ces actions d'animation aussi de l'écosystème en réfléchissant à la pérennisation des plateformes d'expérimentation. On a eu l'occasion d'en parler pendant les différentes journées, aider ces plateformes à réfléchir à la manière dont elles vont devenir pérennes ou pas, mais il y a eu vraiment un grand nombre de cas d'usage, de métiers différents qui ont été explorés par les plateformes d'expérimentation, et il faut absolument s'appuyer sur ces actifs, comme on dit, en finance, et sur le travail qui a été déjà réalisé. C'est vrai pour les plateformes d'expérimentation, c'est vrai pour les campus Fab Lab. Il y a le Tour de France des plateformes d'expérimentation. Nous, on souhaite aussi accompagner ce mouvement en essayant peut-être de reproduire ce modèle, parce que le modèle des campus Fab Lab 5G industriels, il est extrêmement vertueux parce qu'il permet aux industriels de s'approprier la technologie, il permet de réfléchir sur les aspects de formation, il permet de réfléchir à des modèles économiques, de constater le ROI. En général, ces campus Fab Lab réunissent aussi tout un écosystème lié à une filière, et ils permettent aussi l'échange de bonnes pratiques entre industriels. Donc c'est aussi un mouvement, je pense, qu'il faut amplifier, et c'est ce que nous on souhaite aussi faire en dehors du volet. Voilà, c'est le complément du volet investissement, c'est vraiment ce côté acculturation et animation. On manque malheureusement de temps pour continuer dans cette direction, mais j'aimerais quand même pouvoir vous entendre tous les trois, même brièvement, sur les aspects financement quand même, parce que c'est important d'en parler, Philippe le disait tout à l'heure. Peut-être te laisser le bâton de parole, Sarah, pour que tu présentes de façon un peu panoramique l'action de la Caisse, de la Banque des Territoires et de la Caisse Zépo sur ces thématiques. Alors c'est vrai que quand les industriels viennent nous voir, si on reste sur le volet industrie, c'est pas nécessairement en premier pour parler 5G industriel. Dans ce grand mouvement de réindustrialisation, il y a beaucoup de sujets autour du foncier, de la transformation des processus industriels. Donc nous, on a conçu une offre globale à destination de l'industrie, avec une brique spécifique sur les infrastructures numériques et sur la 5G industrielle. Mais cette offre, elle a d'autres volets sur le foncier, sur la transition écologique, sur la transformation des processus, sur la mobilité, parce que c'est aussi un sujet pour les industriels et pour les sites industriels de pouvoir, et sur les compétences bien évidemment. Il a été annoncé la semaine dernière 55 nouveaux sites clés en main. Nous, on est partenaire du programme Territoire d'industrie, qui est un programme porté par l'État. Et dans le cadre de ce programme, on déploie notre offre sur ces sites industriels, avec une enveloppe de 450 millions d'euros qui a été annoncée déjà depuis un certain temps, et on espère que les industriels s'en saisiront. Sur le volet plus spécifiquement 5G, j'ai parlé des crédits d'ingénierie, et puis ensuite il y a tout le volet financement qu'on avait conçu au départ selon des modalités tout à fait classiques d'intervention de la Caisse. Et puis, comme les industriels, on est aussi obligé de s'adapter aux attentes de notre marché. Donc, on essaie de trouver des modalités peut-être plus souples, plus rapides à mettre en œuvre, et pouvoir peut-être aussi mettre des poches de financement à disposition de nos partenaires. C'est des modèles qui ont été beaucoup développés, implémentés sur des sujets
transition énergétique, de rénovation énergétique, et on essaie de regarder si on peut les transposer à notre domaine des infrastructures numériques. Ça, c'est pour le volet industrie. Et puis, comme on voit effectivement aussi que côté collectivité, il y a un mouvement, notamment emmené par Toulouse, mais aussi par les associations comme la FNCCR, qui font beaucoup pour l'information de leurs adhérents. On travaille aussi sur des modalités d'intervention qui soient pertinentes et efficaces aussi pour les collectivités et réplicables. C'est aussi quelque chose sur lequel on insiste beaucoup et qui est important pour nous. C'est très bien au départ d'aller concevoir un financement tout à fait spécifique pour les innovateurs, pour les premiers à se lancer. Mais si on veut vraiment passer à l'échelle, on ne va pas pouvoir faire du sur-mesure. Et donc, il faut trouver des modalités d'intervention qui soient réplicables rapidement. C'est vrai aussi dans le domaine de la santé. On est aussi en train d'y travailler avec notamment des groupements hospitaliers de territoire qui sont des entités un peu éclatées sur des grands territoires et qui ont besoin de relier différents établissements, d'avoir accès à des sources de données communes tout en assurant la sécurité. Et voilà, on est en train de travailler sur ce qu'on peut proposer à ces établissements qui soient efficaces et qui leur permettent de travailler comme ils le souhaitent. Et on parlait ROI tout à l'heure. Nadège, Philippe évoquait des chiffres assez enthousiasmants. Est-ce que vous, de ce que vous voyez comme... D'ASN, hein, oui, d'ASN, bien sûr. Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez également partagé ce constat d'un ROI plutôt intéressant sur les projets que vous avez pu accompagner, et puis voilà, sur ces enjeux de modèle économique, on en parlait tout à l'heure de l'adaptation à un public et à une clientèle variée. Est-ce que vous, de votre côté aussi, il y a, j'imagine, un travail d'adaptation de vos modèles économiques? Donc oui, déjà, ce que je veux partager, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas de projet qui ne se soit pas fait faute de financement. En tout cas pour les grands acteurs. Donc ça, c'est un élément important. Maintenant, effectivement, sur les acteurs un peu plus petits, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut effectivement travailler sur des offres un peu plus accessibles et peut-être travailler sur des offres sur étagère qui soient plus accessibles pour les plus petits acteurs. Très bien. Sur le ROI, effectivement, le constat qui est fait des différents acteurs qui ont déjà déployé un réseau, c'est que l'adoption, elle est beaucoup plus rapide que prévu. Typiquement, finalement, les utilisateurs en demandent plus que ce qu'avaient anticipé les organisations qui déploient les réseaux. Post-décision. Post-décision, tout à fait. C'est ça notre enjeu. Tout à fait, exactement. Faire beaucoup de décisions, d'appuyer sur le bouton, on y va. Mais c'est important de partager ça, parce que pour permettre aux autres d'avoir finalement une décision peut-être plus rapide. Donc ça, c'est un élément important. Adoption plus rapide et finalement retour sur un investissement plus rapide que prévu aussi, puisque finalement on se rend compte qu'une fois qu'il y a l'adoption qui est là, eh bien finalement c'est les métiers qui d'eux-mêmes vont dire oui, moi j'ai ce besoin-là, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et tout ça, c'est un cercle vertueux qui va permettre globalement d'avoir un retour sur investissement plus rapide. Donc nous, Ericsson, en fait, on travaille régulièrement sur des études avec des grands cabinets de consulting. Donc la dernière en date qu'on a faite avec Arthur Delittle, donc au niveau effectivement mondial, sur les apports dans le monde manufacturier. Effectivement, elle montrait des retours sur investissement. Alors, par cas d'usage, puisque comme le mentionnait quelqu'un tout à l'heure, les ROI à la base, c'est effectivement par cas d'usage. Typiquement, quand on met en place des robots d'inspection, des robots autonomes, des jumeaux numériques, on estime un retour sur investissement d'environ 3 à 5 ans. Et finalement, ce ROI, il tombe à 2 ans quand on lance simultanément plusieurs de ces cas d'usage. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est la multiplicité des cas d'usage, elle permet d'améliorer significativement le retour sur investissement. On a d'ailleurs, suite à cette étude,
développé un petit ROI calculator, on appelle ça, donc qui permet effectivement, qui est basé sur les résultats de ces études. Et donc sur notre site web, vous pouvez effectivement trouver un petit calculateur qui permet d'avoir des ordres de grandeur. Donc ça peut être intéressant quand on est un petit acteur pour avoir des ordres de grandeur. Sur la question des modèles économiques, donc c'est vrai que jusque-là, donc essentiellement on a travaillé avec des grands acteurs, eh bien ils sont plutôt sur un investissement assez classique, un investissement CAPEX. Et même un investissement dans des... Donc CAPEX pour le réseau, hein, mais même sur de l'investissement dans des ressources en propre, tout du moins en grande partie. Donc finalement, c'est assez aligné à nos modèles habituels. Maintenant, effectivement, on constate que si on veut développer un peu plus le marché, eh bien, on constate qu'il faut peut-être aborder les choses un peu différemment. Et donc, on est en train, effectivement, de réfléchir à des nouveaux modèles. On travaille avec des partenaires pour essayer de trouver des modèles économiques peut-être un peu plus... donc, on parlait d'opexisation tout à l'heure, un peu plus à ce service, un peu plus adapté à des petits acteurs. Donc, on travaille effectivement beaucoup là-dessus aujourd'hui. Merci Nadège. Je regarde Ariel, on va devoir terminer. Donc peut-être le mot de la fin pour Philippe. Il y a une politique volontariste, beaucoup d'appels à projets qui touchent leur terme, qui ont essaimé. C'est quoi la suite de votre point de vue maintenant ? Bien sûr en 2 minutes, parce que sinon c'est pas... En 1 minute. Je voudrais quand même être sûr qu'on ait bien répondu. Il y a quelles étapes, quel point de vigilance, quel financement. Je pense que financement, on a commencé à bien répondre. Mais comme je suis bien sûr lié à la DGE, il faut rappeler qu'il y a un appel à projet en cours et il y en a un autre européen, donc il faut les regarder. Ça, c'est si des gens veulent faire ça. Message de service. Ouais, je suis désolé, voilà. Étape, je pense qu'on n'a pas mentionné une étape très, très, très importante, ou peu mentionnée, c'est dans chaque entreprise, il y a un passage par l'explication aux gens, aux employés, aux opérateurs de ce qu'est la 5G. Et alors là, on a beaucoup d'arguments, mais il faut quand même y aller. C'est-à-dire que, par exemple, chez Acom, ils ont démontré qu'il y avait moins d'ondes, de 30 à 50% de moins qu'avec leur système Wi-Fi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faisables et intéressantes. Et c'est une étape à ne pas sous-estimer et surtout pas bypasser. Parce que tous ceux qui ont bypassé se sont retrouvés dans des impasses. Dernier point de vigilance quand même qui n'a pas été mentionné aussi, c'est on parle de projets qui ont à peu près un temps de... On appuie sur le bouton, c'est 12 mois après que ça démarre. Et je vais finir là-dessus. Parce que c'est quand même important de voir qu'il y a des étapes, justement, de l'information, des étapes de remise en cause du processus industriel ou pas. C'est la même chose pour les collectivités locales, ces fameux cas d'usage, et puis le ROI, et ça, sélectionner les offreurs de solutions, et ça prend du temps. C'est normal. C'est aussi pour ça qu'on est dans le temps long avec le déploiement. Donc, tous les gens qui n'ont pas démarré aujourd'hui, voyez, ils n'auront pas de réseau 5G en place et qui fonctionneront avant 1 an. Vous voyez, on parle déjà de mi-2025 aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas démarré. Donc là, on commence à voir le problème, et c'est aussi notre enjeu de savoir déclencher. Et cet après-midi, vous avez une séquence qui est très importante, parce que maintenant, on parle beaucoup d'IA, on a parlé ce matin de jumeaux numériques, on a parlé de robotique, mais si on veut déployer tout ça, il faut un réseau solide, sécurisé, temps réel. La latence, c'est bien pour le monde de télécom, mais le monde de l'industrie, c'est le temps réel. Et ça, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas de réseau 5G. Flexible, une ligne de production dans laquelle on peut bouger sans fil des robots, des machines et autres, c'est extraordinaire. Dans le monde de l'automobile, une ligne de production, c'est 3 à 5 ans, c'est 300 à 500 millions pour la créer. Et on ne peut pas la bouger. Demain, ça devient mobile, ça devient flexible. Il y a des champs qui s'ouvrent totalement, qui sont liés à ce dont vous avez parlé cet après-midi, où il y a un lien très, très fort. Et c'est à nous à aller tirer les fils et à expliquer que le système nerveux
qu'apporte la 5G, ça débarre aussi bien du petit capteur LoRa que justement à la connexion dans le cloud avec des computers, avec du edge computing, avec un certain nombre de liens en intelligence artificielle et autres. Et c'est maintenant qu'il faut démarrer. Merci Philippe, c'est très concis et très volontariste. Donc du coup, rendez-vous l'année prochaine du coup, pour faire le point sur tous ceux d'entre vous qui auront lancé des projets. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci pour votre attention.